Les amis, bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un petit nouveau de la recharge rapide, mais qui n'est pas si nouveau que ça maintenant, puisqu'on a déjà parlé avec ses fondateurs, on a déjà testé à de nombreuses reprises. C'est le réseau de recharge Electra, Electra qui partait d'une feuille blanche, qui partait de rien, qui nous a beaucoup promis de choses sur le papier, comme beaucoup bien de nouveaux players dans la recharge rapide. Beaucoup ont échoué. Visiblement, Electra, ils s'en sortent plutôt pas mal. Alors l'année dernière, on a fait un premier bilan d'Electra. Et puis là, on est 10-12 mois plus tard. Et puis, il y a eu pas mal de nouveautés. Et pour en parler, je suis avec Julien Belliato. Salut Julien, comment vas-tu? Bonjour Jérémy, très bien, merci. Est-ce que d'ores et déjà, tu peux nous faire le point sur où en est Electra par rapport à où vous en étiez l'année dernière? Oui, absolument. Alors tu disais petit nouveau, mais pas tant que ça. Alors ça dépend, hein, des ordres de grandeur de temps qu'on a en tête, mais je rappelle qu'Electra existe depuis début 2021. Mmh. Donc on a, allez, pas encore, bientôt 3 ans. Il y a un peu moins d'un an, on était, une soixantaine, 70 employés environ, avec un bureau à Paris et à Lyon. On devait avoir entre 20 et 30 stations ouvertes et bientôt à l'époque un bureau à Bruxelles. On a beaucoup changé, on a beaucoup grossi, puisque aujourd'hui on a au total un peu plus de 150 employés. Tous les pays n'ont pas encore de stations ouvertes parce que ça prend un peu de temps et ça va venir. Par contre, on a des équipes présentes dans 7 pays. La Belgique qui s'est bien développée et dans laquelle il y a des stations ouvertes. On a une jolie équipe en Italie et aussi en Suisse, en Autriche, en Espagne. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on est une boîte ou une société, européenne. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, en termes de réseau, on a aujourd'hui une centaine de stations ouvertes au public, ce qui représente environ, 600 points de charge Ouais. et vous le voyez sur le fond d'écran que j'ai mis juste avant. On a aussi ouvert entre-temps, et c'est un milestone assez important, des stations, beaucoup plus grosses que les stations moyennes qu'on avait ouvertes jusque-là. C'était, au mois de juin, qui sont des stations, sur autoroute, sur le réseau Vinci, dont on pourra parler après, dont 2 qui sont parmi les plus grosses de France, qui comptent jusqu'à 28 points de charge ultra rapides. Donc c'est aussi un joli milestone. Si vous n'aviez pas vu ma dernière vidéo où j'ai testé Electra sur 1500 kilomètres, j'ai chargé sur cette aire d'autoroute Vinci et j'ai chargé sur la borne qui est sur ton côté gauche même. Je la reconnais très bien et ça a fonctionné super bien. Bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est l'aire de Latitude 45, Exactement. près de Valence, et c'est celle-ci qui compte le plus grand nombre de points de charge d'ailleurs. Et donc comme je le disais, c'est 28 points de charge. Très impressionnant avec les ombrières photovoltaïques et tout, hein. Absolument, avec, donc des auvents en bois qu'on voit ici, des Mmh. afficheurs, des ombrières photovoltaïques et même des éco-pavés pour faciliter l'écoulement Ouais. des eaux. En fait, quand tu es passé, c'était en plein été, donc on n'a pas planté de verdure parce que c'était pas la bonne saison, mais bientôt on va aussi planter de la verdure. Ça va être un peu plus, encore un peu plus sympa. Ça venait d'ouvrir la semaine où j'y suis allé, donc ça tombait super Ah oui, bien, d'accord. parce que le Warranty à ce moment-là, ça venait tout juste d'ouvrir. Donc ouais, ouais, mais c'est impressionnant, le nombre de stations que vous avez installées. Est-ce que l'on a du coup, des informations par rapport à maintenant que l'été est passé? La fréquentation, est-ce que, ça a été pris d'assaut ces grosses stations sur autoroute? Beaucoup disaient: «En 2023, ça sera l'enfer, toutes ces voitures électriques sur autoroute, ça va boucher, ça va être, on pourra pas se recharger, on attend des heures de queue». Moi, j'ai voyagé un tout petit peu, c'est pas ce que j'ai vu. Vous avez des infos déjà sur ça? Oui, oui, absolument. Bah, c'est pris, alors c'est pris d'assaut, oui, au sens positif, c'est-à-dire qu'on a eu, de la fréquentation. Je pourrais pas donner de chiffres spécifiques, pour des raisons assez évidentes, mais en tout cas, on est content de la fréquentation. En revanche, pour ce qui est des effets de saturation et d'attente, nous, on n'a pas observé ça, ou très peu, et je pense que c'est le cas de la plupart des nouvelles stations sur autoroute. Elles sont très bien dimensionnées. Elles sont pas toutes à 28 points de charge, hein. Il y en a d'autres qui ont 22, 16, 12, mais c'est en fonction du trafic prévu. Le nombre de points de charge installés, en tout cas, pour l'été 2023, était amplement suffisant. On a eu quasiment pas de file d'attente et on est prêt pour l'avenir, pour les quelques années à venir, pour les fréquentations sur ces stations. Il n'y a pas eu non plus d'explosion du réseau comme on le prévoyait, toutes ces voitures électriques qui vont charger en même temps sur les aires d'autoroute, ça va faire péter le réseau? Non, non, pas du tout. On a la chance en France maintenant, que je vois un peu plus, comment ça fonctionne dans d'autres pays européens, d'avoir un très, très, très bon réseau électrique, très robuste, et donc avant qu'il y ait des problèmes, sur le réseau, il va se passer plusieurs années, et si c'est bien planifié, il y en aura même pas, en fait. Aujourd'hui, on est loin d'être, dans une situation problématique, de ce point de vue-là. Quand on se lance, on peut se dire: «Ah ben, on va casser la baraque, on va faire ça, ça et ça». Comme je disais, beaucoup nous ont promis énormément de choses et il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Qu'est-ce que vous avez appris en un an? Le premier élément, c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris, ou en tout cas, c'est quelque chose qui s'est confirmé. C'est que, la simplicité de l'expérience de recharge, ça change la donne. On arrive, on scanne, ou même pas, parce qu'avec l'autocharge, il y a même pas besoin, et on pourra en parler. Bon, sur autoroute, c'est évident, mais il y a pas que l'autoroute sur notre réseau. Les utilisateurs sont friands de la recharge rapide. On a appris, pas mal de choses sur la façon de construire une station, hein.
On a renforcé, par exemple, au fil de l'eau dans notre conception, la redondance sur la connectivité des stations. En fait, c'est peut-être une des questions que tu avais ensuite. Notre réseau est globalement, très fiable grâce à une bonne conception, du bon matériel et un bon niveau de service derrière, mais c'est pas 100 fiable, hein, rien ne l'est jamais. Souvent, les petits problèmes qu'il peut y avoir sont des problèmes liés à la connectivité et donc ça vaut le coup d'investir sur le renforcement de la connectivité, que ce soit via de la fibre ou de la redondance. C'est quelque chose qu'on savait, mais qu'il faut renforcer encore. De la même manière, ça s'est confirmé que l'emplacement est très, très, très clé. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de faire un détour ou de moins en moins maintenant que le réseau est plus dense qu'il y a quelques années, même de 4 minutes. Si on est dans un coin où il y a rien, on le fait, mais globalement, un détour d'1 ou 2 minutes, enfin un peu plus qu'1 heure d'autoroute, la plupart des utilisateurs le font. Mais en gros, aujourd'hui, un détour de 3, 4, 5 minutes par rapport à alors ça dépend des usages évidemment. Si on va faire ses courses, Mmh. on y va de toute façon, c'est la destination. Mais si on est en itinérance, même s'il y a un écart de prix, aujourd'hui en tout cas, ne pas faire le détour. Ensuite, il y a beaucoup de diable, dans les détails comme toujours. C'est-à-dire sur la conception de la station, on voit d'ailleurs sur la borne, c'est peut-être même celle que tu as utilisée et toutes celles sur le site, que le système de gestion de câbles, ça a l'air de rien, mais en fait ça change tout. Parce qu'un câble haute puissance, c'est un peu lourd, ça peut être pénible à porter pour, certains. Plus si on veut qu'il soit suffisamment long pour accéder à n'importe quelle, trappe de voiture, en fait, il traîne par terre s'il y a pas de ce système-là, donc il est potentiellement sale, donc on se met de la poussière sur le pantalon, donc ça agace, je comprends, ou alors les voitures roulent dessus et du coup ça tombe en panne et donc ce genre de détail, c'est pas un détail en fait, c'est hyper important Ouais, et j'avais fait la réflexion dans ma vidéo. C'est Alpitronic là qu'on voit là, avec le absolument. bras articulé, c'est vraiment, vraiment ultra qualitatif, ultra pratique et donc pas avoir le problème qu'on a connu avec Tesla, où, quand ils ont ouvert le réseau de superchargeurs, bah, il fallait se mettre en biais, machin. Ces bornes en tout cas que vous installez, à l'heure actuelle, ça fait partie du top que l'on puisse trouver en tant qu'utilisateur, je pense. Bah, ça me fait plaisir d'entendre ça, c'est aussi ce qu'on pense, hein, c'est la raison pour laquelle on les avait choisis, depuis le début et maintenant on se pose plus jamais la question de mettre un système de gestion de câbles ou pas. Parce qu'il y a différentes configurations, bon, ça c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Dans la catégorie du lieu, une charge, on en parlait, hein, c'est pas 3 minutes, c'est rarement 10 minutes, c'est souvent un peu plus. Ça reste très rapide, mais c'est comme ça et donc quand il y a du service juste à côté, typiquement sur une autoroute, mais pas que, hein, quand on est sur un parking d'hôtel bien fait, c'est la même chose. Pouvoir aller aux toilettes, pouvoir prendre un café, pouvoir grignoter quelque chose, c'est hyper apprécié. Donc nous, on l'a pas à 100 de nos stations, on essaye de l'avoir sur quasiment toutes nos stations. On n'a pas vocation aujourd'hui en tout cas à développer ce genre de service, c'est pas notre métier. Nous, on veut faire de la recharge qui fonctionne bien, qui est simple à utiliser, on vend du kilowattheure au bon prix, bien comme il faut et on noue des partenariats fonciers ou autres pour que l'expérience soit la meilleure, mais on sait que c'est très, très important. Voilà, ce sont les choses principales, il y a rien de non plus de complètement différent de ce qu'on avait anticipé, mais en tout cas, ce sont des intuitions ou des choses qui ont été bien confirmées au cours de la dernière année. Tu vois, moi, je suis agnostique, hein. Moi, je plaide pour la voiture électrique et pour que les gens aient la meilleure, expérience possible et que l'on puisse se débarrasser très vite des voitures thermiques. Mais, moi, ça fait longtemps que je roule en Tesla maintenant et Tesla, le réseau de superchargeurs, européen a fêté ses 10 ans là et c'est quand même fou de voir qu'il a fallu attendre 10 ans pour qu'une boîte privée parce qu'on a le fiasco de nos amis de Corridor avec EDF qui avait quand même le monopole des lieux, le monopole de l'énergie, n'avait absolument pas compris ce que tu es en train de me dire par rapport à la borne, par rapport à la facilité d'exécution, par rapport à la facilité de recharge, par rapport au lieu, le nombre de bornes, tout ça, la vitesse de recharge. C'est quand même incroyable et je vous en félicite, hein, mais Merci. qu'il a fallu attendre autant de temps pour que ça arrive. C'est quand même fou. Comment tu vois ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça donne l'impression que ça a mis du temps, mais finalement, je pense qu'on peut retrouver le même genre de tendance dans plein de secteurs. Mmh. On ne fera pas la liste, mais je pense que finalement, c'est assez classique, ce genre de temps moyen de réalisation. Tesla, c'est des innovateurs, hein. Et on regarde leur réseau, de recharge, on peut regarder la même chose sur les véhicules. On ne fera pas la Ouais. comparaison entre Tesla et ici, c'est pas le lieu, et les autres, fabricants plus classiques automobiles. On revoit les mêmes tendances. Les acteurs classiques de l'infrastructure ont beaucoup plus un état d'esprit qui est absolument nécessaire, mais à notre sens, chez Electra en tout cas, pas suffisant et c'est la raison pour laquelle on avait décidé de créer l'entreprise, qui est en gros de, fournir de l'électricité de manière fiable, industrielle et bien faite, au bon prix et cetera et ça, c'est important. Par contre, n'a pas vont ne vont pas avoir naturellement, en tout cas jusque-là, l'état d'esprit, ou la culture produit, expérience utilisateur, qui va avec un mélange excessivement bien fait entre le software et l'infrastructure. Puisque les voitures et les bornes sont des objets excessivement connectés, qui doivent communiquer en permanence et cetera et donc être infrastructuriste, comme on l'est nous aussi, c'est absolument nécessaire
mais c'est pas suffisant. Il faut aussi être, bon en software, bon en produit et d'ailleurs, c'est la même chose sur les véhicules, puisque tu parlais de Tesla tout à l'heure, hein, c'est du software et de l'infrastructure et de enfin, voilà, technologie et donc quand on a des acteurs pure players, bah, comme Electra, il y en a d'autres, qui savent bien mêler les 2 mondes, ça permet de changer la donne, de réussir à traquer le sujet, de manière plus agile, plus efficace et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mmh. C'est vraiment impressionnant. Franchement, je ne dis pas ça parce qu'on est en train de se parler, mais ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, pour quelqu'un qui a commencé la voiture électrique en 2012 et qui Oui, galérait autant, c'est incroyable. Voilà. C'est ah bah, pour merci. moi, je trouve ça vraiment, fou de voir l'évolution et je suis vraiment très content quand je vais sur une station Electra parce que je sais que ça va marcher et je me dis: «Waouh, en 10 ans, 11 ans, si j'avais commencé avec ça, franchement, ça aurait été, changement total». Donc, C'est pour ça, un grand merci. Je voudrais revenir sur la station qui est derrière toi. C'est pas rien de faire un deal avec Vinci, c'est quand même une grosse boîte, c'est plus que d'aller voir l'hôtel, du quartier et leur dire: «Tiens, vous ne voudrez pas qu'on vous installe 2 bornes?» Là, c'est des grosses stations, des grosses infrastructures, un gros partenariat très sérieux. Comment on fait pour gagner un deal comme ça avec Vinci? Très bonne question. En préambule, hein, on avait quand même des partenariats avec d'autres grands comptes, par ailleurs avant, hein, donc tu as Mmh. raison, des partenariats avec, par exemple des franchisés, des partenaires, des propriétaires d'hôtels et cetera. C'est une approche, business différente. Mais on avait aussi déjà avant des partenariats avec des sociétés comme Altaria, comme Indigo, comme Accor. L'approche appel d'offres très sérieuse, très structurée, B2B était déjà dans notre ADN quand même. En revanche, tu as raison, sur, Vinci, ce sont des appels d'offres qui sont, encore plus structurés que la moyenne et qui sont très exigeants et ce sont vraiment des spécialistes du parking, de la route, de la mobilité et donc ils savent très, très bien, ce qu'ils veulent et donc C'est pas comme un hôtel, tu vas dire: «Tiens, je vais ramener des clients». C'est une option, c'est un service en plus. Là, c'était vraiment encadré par la réglementation d'installer des bornes sur chaque aire d'autoroute. oui, exactement et la manière dont on peut gagner ces projets-là, c'est simplement de respecter les règles de manière très rigoureuse et d'être, le meilleur en termes de vous savez, ils ont des process de qualification, qui prennent en compte, les variables, techniques, enfin les données à la fois techniques, financières, c'est pas que financière, hein, bien sûr. Si on prend c'est l'exemple de cette aire-là que je connais bien, il fallait bien réfléchir à la topologie du site pour être capable de rentrer le bon nombre de bornes dans l'espace qu'on avait à disposition, tout en s'assurant que les véhicules puissent manœuvrer, que, les flux soient bien pensés et cetera et cetera. C'est pas du comment on appelle ça? Du charge and drive. On se gare pas en marche avant et on repart en marche avant, on se gare en marche avant, on repart en marche arrière. Ce qui d'ailleurs est pas forcément toujours simple pour les gens qui ont des remorques et des caravanes et cetera. Mmh, C'est un choix et ça, c'était un critère de l'appel d'offres. Donc on respecte ça, de manière très d'accord. rigoureuse et il y a d'autres choses qui sont dans notre ADN. Par exemple, nous, les places, on les fait pas à moins de 2,80 m. Bon, bah, c'est soit c'est possible, soit on fait pas, typiquement, et donc en mélangeant les 2, en jouant bien le jeu, en construisant bien la station, en mettant, les panneaux solaires qui vont bien, en ayant un concept architectural bien pensé, innovant, en aussi, bien sûr, en ayant un track record avant, hein, parce que quand on a répondu à Vinci, on avait déjà plusieurs dizaines de stations qui tournaient bien, voilà, qui avaient des bons taux de dispo et cetera. On fait partie des joueurs qui répondent à l'appel d'offres et qui sont passés à travers le tamis de sélection et Mmh. ensuite, bah, c'est la meilleure offre qui gagne. Comment on arrive à ce type de station? J'ai vu aussi la magnifique station qui a ouvert à l'aéroport de Toulouse. Il y a un design sublime. Comment vous concevez ça? Canopy, il est au vent, Mmh. on a des architectes en interne, Ah, voilà et des bureaux et des partenariats, bureaux d'études et donc quand on répond à un appel d'offres, on le conçoit et on s'assure avec le bureau d'études et avec les partenaires industriels pressentis que c'est quelque chose qui sera évidemment réalisable, faisable, dans le budget prévu et cetera. Par contre, le côté, on va dire créatif un petit peu, alors ça reste, des Hauts-Vents, mais celui de je pense de Toulouse est quand même, assez original ouais. et c'est nos architectes à nous. Cette idée de partir sur des hauts-vents photovoltaïques, d'accroître l'écosystème, est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, va se développer de plus en plus? Coupler le solaire avec, de la recharge, il y a de la valeur à aller, chercher. En revanche, quand on parle de surface comme on voit ici, les ordres de grandeur de puissance sont tout petits par rapport à ce qui est demandé par les bornes. Donc l'impact et la valeur à aller chercher est assez faible. Par contre, si on arrive à coupler sur un site donné, je pense à des parkings de supermarchés par exemple, un champ de panneaux photovoltaïques beaucoup plus grand avec la station, avec d'autres consommateurs, c'est pas non plus évident parce que c'est beaucoup de voilà, c'est de l'infrastructure, c'est du raccordement, c'est la réglementation est pas simple non plus, donc c'est pas évident. En tout cas, c'est pas du plug and play, on met des panneaux solaires sur les bornes et les voitures roulent en solaire et tout va bien.
C'est plus compliqué que ça. Mais en fonction des métriques énergétiques, économiques, il peut y avoir de la valeur à aller chercher. Mais dans tous les cas, très peu quand c'est ce genre de surface. C'est-à-dire que oui, ça va servir, évidemment, c'est vertueux, c'est une bonne chose, mais ça reste des petites productions d'énergie. Il y a eu des ajouts assez intéressants cette année, je trouve, chez Electra. Pouvoir payer avec les cartes bleues. Là, d'ailleurs, ces bornes avaient le TPE et le fameux autocharge. Est-ce que c'est vraiment très utilisé ou pas? Peut-être. Dis-moi en plus. Absolument. Alors, premièrement, les TPE vont équiper toutes nos bornes. Celles qui n'en ont pas aujourd'hui ne les ont pas parce qu'elles n'étaient pas dispo en termes de supply, mais on va faire une campagne de rétrofit et elles seront toutes équipées. De toute façon, il y a un texte de l'AFIR au niveau européen qui impose de le faire à un moment, donc comme ça, on sera prêt. Mais de toute façon, on avait fait le choix avant, pour la simplicité absolue. De la même manière, d'ailleurs, pour les appels d'offres autoroutiers, c'était dans le cahier des charges. Beaucoup d'utilisateurs l'apprécient beaucoup parce que c'est simple. On sort la carte de crédit sans contact, ça marche, donc c'est simple. Donc nous, côté Electra, si l'utilisateur est content, on est content. En revanche, ce qu'il faut bien se dire, c'est que en tout cas aujourd'hui, toutes les sophistications un peu sympas de ce que propose Electra, typiquement autocharge, ou la réservation du point de charge, ou suivre sur son smartphone ce qui se passe sur la borne. Tout ça, c'est possible avec l'application, dans laquelle on peut l'application Electra, dans laquelle on entre sa carte de crédit, et quand on arrive, on n'a plus qu'à scanner. Ça démarre, c'est aussi simple, voire si on a activé autocharge, on ne fait rien. Quand on réserve et que l'application connaît le modèle de voiture, l'application va envoyer sur le bon point de charge disponible avec la trappe du bon côté. L'expérience est quand même, de notre point de vue, plus complète, meilleure, avec plus d'options pour l'utilisateur final quand on utilise l'application. Ah. Par contre, la carte de crédit, ça reste très simple. Voilà. Première station avec TPE sont sorties de terre début juillet. Donc on n'a pas beaucoup plus de retours que ça sur l'usage, mais on sait que ceux qui s'en servent sont contents d'avoir. Et ensuite, autocharge. Donc je rappelle, autocharge, c'est on arrive avec son véhicule, on se branche, ça charge, on fait rien. Un peu comme Tesla d'ailleurs. La seule différence, c'est qu'il faut d'abord utiliser la borne avec l'application Electra pour que l'écosystème Electra connaisse le véhicule. Comme ça, la fois d'après, il n'y a plus rien à faire quand c'est activé. Et ça, c'est très, très, très apprécié des utilisateurs. Dans la grande majorité, ce n'est pas ce qui est utilisé le plus parce qu'il faut que les utilisateurs l'apprennent. Et quand on a l'application, on peut faire plein de choses. On peut même, d'ailleurs, il y a un truc qui est sympa, c'est quand on fait la réservation du point de charge, on peut prendre n'importe quel point de charge libre, puis l'autocharge démarre. C'est des choses qui seront, je pense, de plus en plus utilisées puisque tout ce qui va dans le sens de la simplicité est apprécié par les utilisateurs. Notamment pour les professionnels, taxis, VTC, etc. Ils sont très friands de cette fonction-là parce qu'ils savent qu'ils vont passer sur telle station à tel moment, on réserve avant, on est sûr d'avoir le point de charge, donc on ne perd pas de temps. On peut planifier un peu plus intelligemment et là, il y a beaucoup de valeur ajoutée, c'est très apprécié. Est-ce que vous avez eu des pannes? On avait checké avec Tesla à un moment, j'avais fait tous les samedis pour regarder un petit peu où ils en étaient. Il y avait un week-end où il y avait eu énormément de casses chez Tesla. Est-ce Ah que oui. vous, ça a été le cas? Comment ça s'est passé? Et comment, quand il y a une panne chez Electra, comment on résout le problème? Alors, nous, il y a eu très peu de pannes, très peu de casses. Il y en a eu. C'est vraiment mentir de dire que c'est 100% fiable, rien ne l'est jamais. Il y a eu des problèmes de perte de connexion, par exemple. Donc, parfois, on perd la connexion pendant 1 heure, il faut rebooter, etc. Mais c'est rare, ça c'est arrivé. Il y a eu des bornes qui ont eu des petits problèmes techniques. Voilà, il y a une petite pièce à changer, classique. Mais c'est très rare. Très honnêtement, le réseau, il a été très, très, très robuste cet été. On est très content de la manière dont l'été s'est passé. On a mis en place des processus de continuité, pour s'assurer qu'on soit tous sur le pont en cas de problème, etc. Les bornes sont neuves, sous garantie, il y a très peu de problèmes. Si, il y a eu aussi, mais des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Il y a eu, par exemple, des orages qui ont coupé l'électricité de toute la station. Ah. Bah, là, il y a plus de réseau et quand l'électricité revient, ça revient pas tout seul. Il faut aller, faire intervenir un technicien pour remettre sous tension. Le reste de la station était sur un groupe électrogène, évidemment pas nos stations à nous, donc il faut coordonner ça intelligemment, et cetera. Et donc pour arriver sur, la deuxième partie de la question qui est comment on fait? Alors nous, on a 2 façons de faire des interventions. On a soit en propre des techniciens de maintenance, qui sont des employés Electra, qu'on a appelés des flying doctors d'ailleurs. Ah, On a aussi des partenariats avec des sociétés de maintenance qui ont des contrats cadres avec des niveaux de service, des exigences de niveau de service avec des temps de réponse en fonction de criticité. Et le but, c'est d'avoir un maillage qui est national parce que des techniciens de maintenance, on peut en avoir quelques-uns, mais on n'aura jamais des techniciens partout parce que le technicien qui est à Paris pour aller à Valence, il va forcément mettre 5, 6 heures, 7 heures. C'est pas possible. On a des partenaires qui ont des agences locales, un maillage avec des astreintes 24 heures sur 24 qui sont capables de déclencher des interventions en moins de 2 heures. Et ça marche bien. est-ce qu'on pourrait parler du tarif chez Electra? Comment il se situe? Comment ça s'est passé l'année dernière avec l'explosion du prix de l'électricité? Comment tu vois aussi les mois qui arrivent? Parce qu'on nous redit aïe aïe aïe, ça va être comme l'année dernière, tout ça. Comment tu le sens? Oui, absolument. Alors je rappelle, en France, le tarif de la recharge chez Electra, c'est 49 centimes du kilowattheure TTC, en dehors des autoroutes et sur autoroute, c'est 59 centimes TTC. C'est des stations qui sont plus chères à financer, le service est un peu différent, donc il y a une petite différence, il y a un petit premium. On est dans les moins chers ou les plus compétitifs. En ce moment, il y en a qui baissent pas mal leur prix et
Tesla. Globalement, nous, ce qu'on aime bien, en tout cas jusque-là, il y aura des stratégies pour faire évoluer ça, puisque le pricing dynamique est quelque chose d'intéressant. Parce que l'électricité n'a pas le même prix, ça dépend de nos sourcing, mais la journée, le soir, alors sur autoroute, on s'en fout, on part quand on part, on va pas décaler son départ et encore, Ouais. pour, payer moins cher, voilà, on verra. Mais par exemple, je reprends l'exemple des VTC, des taxis qui sont des professionnels qui vont s'intéresser à leurs coûts opérationnels et qui en plus peuvent planifier un peu différemment. Ce sera quelque chose d'intéressant à faire. Mais aujourd'hui, pour la simplicité, qui est un mot-clé que je reprends, avoir un tarif unique, simple, tout le temps, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à nos yeux. Ça rend l'utilisation d'Electra très simple. On sait combien on va Et payer, au lieu de regarder le surtout marché. au kilowattheure, le prix au kilowattheure, ils n'ont pas fini cette histoire de payer à la minute. Oui, oui, absolument. Nous, on a toujours fait, comme ça. Comme on sait que la visibilité, la stabilité du prix final pour l'utilisateur est quelque chose qui a beaucoup de valeur, on s'arrange pour, que nos prix n'explosent pas. Donc, ça ne devrait pas exploser. Tout ça, ça a un coût et quand, on reparlait de Tesla, eux, ils ont un autre business qui leur fait gagner de l'argent à côté. Vous devez vous payer sur la recharge. Donc l'intérêt, de ce que j'en comprends, c'est d'avoir quand même un tarif qui paye le tout. Forcément, il faut rentrer dans ses frais, mais aussi qu'il soit suffisamment attractif pour, avoir le plus de monde possible qui vienne recharger. Enfin, ça me paraîtrait irréel que vous ayez un fois 10 sur le prix de l'électricité, juste pour dire: «Ah, ah, ah, on s'engraisse sur le dos des pauvres gens qui ont des voitures électriques». Ah non, mais tu as tout compris. L'idée, c'est qu'on achète de l'énergie, on la revend avec une marge et la marge sert à payer tout le reste. Parce que c'est pas juste un câble, branché, dans un coin de la rue, c'est de l'infrastructure qui coûte en coût initial et qui nécessite aussi du service, du back-end, du software, de la maintenance et tout ce que je mentionnais avant et évidemment, c'est pas gratuit. Le marché est très compétitif maintenant. Donc si on est trop cher, les gens viennent pas chez nous. Il y a un équilibre de marché qui est encore un peu bizarre parce que c'est encore un marché qui se structure, mais qui existe. Quand tu regardes les autres CPO, ils sont plutôt dans des prix similaires aux nôtres, hein. Le futur d'Electra, tu disais tout à l'heure, l'ouverture à l'international. Vous avez des bureaux dans plusieurs endroits. Comment ça se passe? Comment c'est en train de se structurer? Les ambitions, les stations qui ouvrent, voilà, un petit patchwork, des nouveautés. Je vais aller en Sicile dans, une dizaine de jours. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'Electra. Est-ce que si j'y retourne l'année prochaine ou dans 2 ans, est-ce que là, on verra des Electra en Italie, en Espagne? Ouais, très bonne question. Alors la Sicile, on va voir. On va ouvrir des stations en Italie avant la fin de l'année. Notre présence aujourd'hui, elle est vraiment européenne. C'est France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Suisse, Autriche. En Belgique, on a 2 stations aujourd'hui et on va en avoir un certain nombre qui vont ouvrir avant la fin de l'année. L'Italie, c'est un petit peu décalé, mais ça va suivre la même tendance et les autres pays ont ouvert un peu plus tard, donc on n'a pas encore de stations, mais on aura nos premières stations au début de l'année prochaine dans ces pays-là et en termes d'ordre de grandeur, de chiffres, comment on se projette, l'objectif, c'est d'en avoir entre 180 et 200 d'ici la fin de l'année et la vision, c'est 2000 stations en Europe en 2030. Bon, ce qu'on fait en France, en bonne partie, c'est réplicable. La manière de construire une station, le playbook de déploiement, le niveau de service, le produit, le marketing, l'ADN, la marque. Par contre, la manière d'attaquer un marché est différente à chaque fois. Les usages sont différents, l'urbanisation est différente, le nombre de véhicules est différent, la longueur, la durée des baux, par exemple. On signe des Mmh. baux à chaque fois, quasiment. Et c'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que les équilibres économiques sont pas les mêmes. Parfois, il y a des subventions, parfois, il y en a pas. Et donc, nous, on est très, très spécialistes de toute cette mécanique de développement commercial et industriel. C'est vraiment passionnant de voir le succès en France et de voir le succès d'une entreprise qui n'est pas nombriliste finalement, qui est tournée vers l'international, et je suis vraiment encore une fois, c'est pas parce que on se parle et tiens d'ailleurs, je voulais préciser que cette vidéo, tu le confirmeras, n'est pas sponsorisée, hein, on se Oui, parle absolument. d'avoir de l'information, il n'y a pas d'échange d'argent pour faire cette vidéo, Je mais confirme. voilà, c'est c'est super intéressant de voir et puis j'espère qu'on pourra refaire des petits points comme ça, hein, tous les 6 mois, 1 an pour voir comment ça évolue avec les nouvelles destinations qui vont ouvrir là, les nouveaux pays, voir ce que vous allez apprendre. Certainement, vous allez apprendre tout un tas de choses. Merci beaucoup Julien d'avoir été là aujourd'hui. Je pense que tu nous as encore apporté beaucoup de choses, beaucoup d'expertise dans ce nouveau monde de la recharge électrique. On a répondu à pas mal de choses. Si vous avez des questions pour Electra, pour la recharge rapide en général, n'hésitez pas à les poser. Il y a peut-être des choses, qui ne nous viennent pas à l'esprit, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais voilà, on a fait un nouveau petit point et ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de pouvoir parler avec toi. Il y a quelque chose que tu voudrais encore partager? Déjà, merci beaucoup pour, les compliments, les encouragements. Ça fait très plaisir. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc j'espère que de nombreux autres usagers sont aussi enthousiastes que toi sur la recharge et sur l'écran en particulier. Avec plaisir pour, se reparler bientôt. Ah oui, un dernier commentaire, on a vraiment un ADN très produit, très expérience utilisateur.
on a beaucoup de forums sur lesquels, alors ça peut être le service client, ça peut être Electralab, on appelle ça comme ça sur Facebook, il y a plein d'endroits. Ça peut être les commentaires du podcast. N'hésitez pas à faire des commentaires et des suggestions qu'on prendra en compte pour améliorer notre service. Ce sera très bienvenu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mettre des commentaires comme Julien vient de le dire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos au sujet de la voiture électrique, de l'énergie et de tout cet écosystème qui nous passionne. Merci tout le monde, bye bye. Merci beaucoup Julien. Merci, à bientôt.